Salut, je suis Matt et bienvenue à nouveau au laboratoire du sol. Merci pour tous les likes, toutes les inscriptions et surtout pour tous les commentaires. Nous prenons vos commentaires très au sérieux et nous cherchons toujours des idées pour développer de nouvelles études. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est commencer une étude sur les champignons mycorhiziens et leurs effets sur l'enracinement des haricots et du gazon. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que les champignons mycorhiziens? C'est peut-être là que nous devrions commencer avant de plonger dans l'étude. Les champignons mycorhiziens sont un groupe d'organismes qui forment une relation symbiotique avec les racines des plantes. Quand nous parlons de relation symbiotique, cela signifie vraiment une relation mutuellement bénéfique. Les champignons et les plantes en tirent tous deux profit sans que l'un ou l'autre ne souffre. Alors, que tirent les plantes de cette relation? Lorsqu'il y a une bonne inoculation, les champignons mycorhiziens agissent comme une extension de la zone racinaire. Leurs filaments très fins et hiphales peuvent atteindre des zones du sol que les racines classiques ne peuvent pas atteindre. Ainsi, ces champignons augmentent la capacité d'absorption de la plante. La plante absorbe alors plus d'eau et plus de nutriments. Bien que de nombreuses plantes puissent survivre sans cette relation, elles ne peuvent pas prospérer. Dans certains cas, les champignons mycorhiziens peuvent augmenter l'absorption d'eau et de nutriments par un facteur de 10. C'est génial pour la plante, mais qu'est-ce que les champignons tirent de cette relation? Ces champignons ne sont pas photosynthétiques comme nos plantes. Ils obtiennent donc des sucres, des glucides et des produits de la photosynthèse de cette plante. En retour, les champignons fournissent à la plante plus d'eau et de nutriments pour une meilleure croissance et un meilleur développement. Comment avons-nous mis en place cette étude? Nous avons pensé qu'il valait mieux commencer avec un mélange de substrats à faible fertilité. Nous avons donc choisi un mélange de substrats à base de sable. Nous avons mélangé 5% de tourbe en volume. Ainsi, dans ce pot de terre, environ 5% est de la tourbe. Pourquoi avons-nous choisi ce sol à faible fertilité? Pour pouvoir observer clairement l'effet de notre inoculant mycorhizien sur la croissance des plantes, avec ou sans un engrais équilibré ou complet. Alors, qu'allons-nous planter? Nous allons planter 3 haricots dans chacun de ces contenants. Et nous allons planter un mélange de graines de gazon comprenant 80% de raigrasses vivaces et 20% de pâturin des prés, à raison de 8 livres par 1000 pieds carrés dans chacun de ces 3 contenants. Très bien, les graines sont plantées. Quelle est la suite? Ces 2 pots ne recevront ni engrais supplémentaires ni mycorhizes supplémentaires. Ce seront nos témoins non traités. En avançant dans cette direction, cette rangée recevra uniquement des mycorhizes au taux indiqué sur l'étiquette, en plus des graines, mais sans engrais supplémentaires. Et notre dernier traitement, notre 3e, recevra l'inoculant mycorhizien, les graines et l'engrais. Mais quel engrais avons-nous choisi? Nous avons opté pour un engrais que nous connaissons déjà bien au laboratoire. C'est un engrais équilibré ou complet contenant de l'azote, du phosphore et du potassium. Si vous regardiez l'étiquette, ce serait un 7-1-2, à base de farine de soja. Il existe plusieurs façons d'ajouter un inoculant mycorhizien. Lorsque vous recevez le produit par la poste ou que vous l'achetez dans une jardinerie, les instructions figurent sur l'étiquette. Vous pouvez soit le mélanger avec de l'eau et arroser vos semis avec, soit, si vous plantez dans un contenant, mélanger l'inoculant mycorhizien directement avec votre substrat. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour plus d'efficacité. Nous avons déjà tout pesé et préparé. Je vais prendre notre mélange de substrat, l'ajouter à ce mélange principal et y ajouter également le taux élevé d'inoculant mycorhizien. Ensuite, nous allons bien mélanger. Pendant le mélange, j'aime saupoudrer un peu à la fois pour faciliter le mélange. Ensuite, nous allons appliquer cet engrais à base de farine de soja 7-1-2 à raison de 0,5 livres d'azote par 1000 pieds carrés. Une fois que nous aurons terminé cette étape et fertilisé le sol, nous planterons nos haricots en les plaçant à environ 1 pouce de profondeur et à 1 pouce d'espacement. Je ferai mieux de ne pas les planter à l'envers. Puis, nous intégrerons légèrement le mélange de graines de gazon, composé de 80% de raigrasses vivaces et de 20% de pâturin des présidents. Ensuite, nous arroserons tout pour permettre aux graines de pousser. Nous avons maintenant semé, inoculé et fertilisé. La dernière étape consiste à faire intervenir notre assistant pour arroser les plants. Nous voici maintenant à la fin de notre étude sur les mycorhizes, environ 7 semaines plus tard. Nous nous attendions à ce que les mycorhizes commencent réellement à avoir un effet significatif sur les plantes à la fin du 1er mois. Parlons d'abord des haricots. Rappelez-vous que nous avons planté plusieurs plants, mais nous en avons réduit le nombre à 1 par pot pour les besoins de l'étude. Dans l'ensemble, le plan le plus chétif était celui du témoin non traité, ce qui était logique puisqu'il n'a reçu ni engrais ni aide des mycorhizes.
En ce qui concerne les pots traités uniquement avec des mycorhizes et ceux avec mycorhizes et engrais, nous avons également remarqué quelques différences. Les deux groupes présentaient une couleur de plantes similaire, mais la couleur des plantes ayant reçu l'engrais a persisté plus longtemps, avec un vert plus foncé. Ces plantes semblaient également plus robustes, résistantes et vigoureuses. Cela montre que l'engrais a eu un effet certain, et il semble que les mycorhizes aient également eu un impact à un certain degré. C'était ce que nous avons observé au-dessus du sol pour les haricots. En dessous du sol, cependant, les mycorhizes sont actives, formant cette relation symbiotique avec les racines. Alors, qu'avons-nous vu dans les racines? En examinant les zones racinaires, nous n'avons pas observé de grandes différences ni les épais tapis de mycélium que nous espérions. Cela pourrait être dû à plusieurs facteurs, notamment la distance des graines par rapport au bord des pots ou la répartition des racines dans toutes les directions. Cependant, dans le témoin non traité, nous n'avons vu aucune trace de l'inoculant mycorhizien, ce qui est logique puisque nous ne l'avons pas ajouté. Mais dans les pots traités, nous avons remarqué une couleur rougeâtre rouillée dans la zone racinaire, preuve d'une bonne distribution de l'inoculant dans tout le substrat. Nous nous attendions à ce que l'inoculant commence réellement à fonctionner et à établir une infection bénéfique autour de la 4e ou 5e semaine, ce qui nous a rassurés sur la bonne répartition de notre produit. Parlons maintenant du gazon. Dans l'ensemble, nous n'avons pas observé beaucoup de différence au-dessus du sol entre le témoin non traité et le traitement avec mycorhizes uniquement. Cependant, lorsque nous avons rajouté de l'engrais aux mycorhizes, nous avons remarqué une différence. Cela suggère que l'effet observé était davantage lié à l'engrais qu'aux mycorhizes, du moins avec ce produit spécifique. Sous le sol, tout comme pour les haricots, nous n'avons pas vu de grandes différences dans les racines, mais nous avons observé que le produit était bien réparti dans toutes les zones racinaires. À la fin de l'étude, que pouvons-nous en conclure? Pour les haricots, il semble que l'inoculant mycorhizien ait eu un effet et que l'engrais ait en outre favorisé le développement du chlorophylle, la croissance des plantes et leur maturation. Pour le gazon, l'effet des mycorhizes était moins marqué, mais l'effet de l'engrais était clairement visible, ce qui est attendu. Gardons à l'esprit que nous n'avons peut-être pas obtenu les résultats escomptés ici, mais nous avons mené cette étude dans un substrat sableux lavé avec un peu de tourbe ajoutée. Cela a été fait intentionnellement pour limiter les composants biologiques et offrir aux mycorhizes un environnement moins compétitif. Dans un sol natif, les résultats pourraient être très différents avec le même produit. Enfin, il est important de noter que nous avons utilisé un seul produit contenant deux types d'inoculants mycorhiziens. Il existe une multitude de produits avec différents types d'inoculants, endomycorhiziens ou ectomycorhiziens. Les résultats peuvent donc varier en fonction du type de sol, du climat et de l'emplacement. Bien que nous n'ayons pas observé beaucoup de différences de racines à travers nos fenêtres de visualisation, nous allons effectuer un lavage des racines pour vérifier si nous voyons des différences dans la masse racinaire une fois les plantes retirées de leur pot. Nous avons procédé au lavage des racines. Malheureusement, nous avons rencontré des difficultés avec le gazon, notamment une cassure significative des racines lors de l'extraction des plants des pots. Cela a rendu les résultats inconclusifs pour le gazon, mais nous avons obtenu un bon lavage des racines pour les haricots. En réfléchissant à cette étude et à des études similaires que j'ai menées sur le terrain, je dois admettre que j'étais un peu surpris par les résultats. Que espérais-je voir? Je m'attendais à observer de grandes masses cotonneuses de champignons dans les deux traitements, à travers toutes les espèces végétales, et à constater moins de croissance des racines et une masse racinaire réduite dans les témoins non traités. Pourquoi n'avons-nous pas vu cela? Nous avons conçu cette étude de manière très intentionnelle, dans un sol sableux avec peu de population microbienne et une faible activité microbienne initiale, pour offrir aux mycorhizes un avantage initial ou, à défaut, moins de compétition pour les plantes et les ressources du sol. Cependant, les résultats n'ont pas répondu à nos attentes. Sur le terrain, j'ai également constaté des différences en fonction de l'emplacement. Par exemple, une étude menée avec des mycorhizes à McCall, Idaho, pourrait donner des résultats différents de celles menées à Spokane ou Pullman, Washington, bien qu'utilisant le même inoculant. Cela reflète la variabilité inhérente aux populations microbiennes du sol et aux conditions climatiques. Pour conclure, nous avons trouvé des preuves peu concluantes concernant l'efficacité de ce produit dans notre sol dans les conditions actuelles. Cela ne signifie pas que les mycorhizes ne fonctionnent pas, mais plutôt que les résultats dépendent fortement du contexte spécifique, notamment du type de sol, des conditions climatiques et de l'inoculant utilisé. Je vous invite à partager vos observations dans les commentaires. Qu'avez-vous remarqué? Qu'aimeriez-vous que nous explorions à l'avenir? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et j'espère vous revoir bientôt dans le laboratoire.